Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. Émission en 3 parties, dans un instant le JT des territoires avec les intempéries, on y revient dans un instant, et à 8h après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau, Brice Hortefeux, l'ancien ministre, député européen, sera sur ce plateau donc. Et enfin 3e partie avec l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite c'est le JT des territoires. On commence, je vous le disais, avec les intempéries qui touchent le sud de la France. C'est le Var qui est le plus touché ce matin. Une personne est pour l'instant portée disparue dans la commune de Sainte-Maxime. Route inondée, maison évacuée, famille relogée, une nuit d'angoisse notamment. Vous pouvez le voir sur ces photos que vous pouvez retrouver sur le site internet de Var Matin. Le préfet du Var appelle à la plus grande vigilance. Nous essaierons d'avoir le correspondant de cette matinale d'info, Denis Caro, directeur des rédactions de Var Matin, Nice Matin, un petit peu plus tard dans la matinée. Nous vous en parlions la semaine dernière dans ce JT des territoires. 4 cas inexpliqués de bébés nés sans main entre 2012 et 2014 dans la commune de Guidel en Bretagne. Le maire de la commune va organiser une réunion publique le 6 novembre prochain afin d'échanger avec les familles, essayer de comprendre et d'apporter des réponses. Écoutez Jo Daniel, le maire de la commune, au micro de Karine Chevrolier du Télégramme. J'ai discuté avec l'ARS et on est tombé d'accord sur l'intérêt de venir à Guidel rencontrer les familles concernées pour discuter avec elles, leur apprendre un peu, ou en tout cas voir avec elles ce qui a été fait et voir un peu la suite qui peut être donnée à ces affaires-là. Et se pose, et moi me pose en tout cas, je vais dire 2 grandes questions. D'où vient cette malformation? Quelles en sont les origines, etc. Qu'est-ce qui provoque ça, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi à Guidel et pas ailleurs? Qu'est-ce qui nous singularise des communes environnantes ou des communes voisines? Et donc, je pense et j'espère que la réunion publique apportera un début de réponse. Je vous parlais au début de ce journal des inondations et des orages dans le Var, avec une personne disparue, 4 départements du Sud en alerte orange. Bonjour Denis Caro, vous êtes directeur de la rédaction du groupe Nice Matin, Var Matin. Que se passe-t-il? Pourquoi nous avons appris dans la nuit cette disparition? Comment est-elle arrivée? Effectivement, Cyril, la situation est extrêmement compliquée dans le golfe de Saint-Tropez, dans un secteur, c'est assez localisé entre Sainte-Maxime et Roquebrune sur Argens, et sur ce que vous évoquiez, effectivement, une rivière, la Garonnette, qui est sortie de son lit et qui a emporté 5 voitures emportées vers la mer, dont une au moins, d'après les témoins, était occupée. Donc des recherches vont être entreprises dès le lever du jour, et notamment par hélicoptère, pour essayer de localiser ce véhicule. Mais effectivement, c'est l'inquiétude là sur le secteur dans le golfe de Saint-Tropez. Alors je lisais que le préfet du Var demande qu'on ne descende pas dans les maisons, dans les caves, qu'on reste au niveau de la terre ferme, et même qu'on essaie de monter si on le peut. Oui, effectivement. Alors même si la situation se calme un peu, il pleut un peu moins dans le secteur, mais ça reste effectivement extrêmement dangereux. Donc le préfet du Var appelle les gens à plutôt éviter de se déplacer dans les secteurs concernés. Et il y a des inquiétudes particulières, notamment du côté de Fréjus, autour de 2 campings notamment, et une réflexion est en cours
secours pour savoir s'il faut évacuer ce secteur et ses campings. C'est vrai que le Var est toujours traumatisé par les inondations de juin 2010 qui avaient fait 27 morts à l'époque dans le secteur de Draguignan, pas très loin des endroits qui sont concernés ce matin. Voilà, et en matière de coups de foudre, cette année 2018 a été l'année de tous les records dans votre département. Merci. Denis Caro, vous dirigez les rédactions de Nice Matin, de Var Matin. Et bien sûr, si vous aviez des développements supplémentaires, vous pouvez intervenir tout au long de cette émission. Merci à vous. Rien ne va plus entre les bouchers et les militants véganes. Vitrine de boucherie dégradée et rassemblement devant les devantures. Ce face-à-face qui commence à inquiéter les autorités. Vous le savez, pour la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard, c'est une affaire à prendre très très au sérieux. La bataille promet d'être saignante. De leur côté, les militants prévoient d'autres actions. C'est un reportage de Julie Darlingue de Via Occitanie, notre partenaire. Des cris d'animaux pour dénoncer. C'était une action symbolique des antispécistes ce mardi à Montpellier. Une dizaine de militants s'est rassemblée devant le syndicat des bouchers. Ils veulent une équité entre l'homme et l'animal. Dans le monde, comme je vous ai dit, il y a 65 milliards de victimes animales. On n'oublie pas non plus les 40 000 taureaux qui sont tués chaque année en France. Mais alors, est-ce que les bouchers doivent craindre pour l'avenir de leur métier ? Pendant ce temps-là, dans une boucherie alésienne dans le Gard, ce boucher ne manque pour l'instant pas de clients et n'est en rien effrayé par les nombreuses attaques qui ont eu lieu récemment dans le nord de la France. On a une bonne côte de bœuf. Nous, dans notre département, nous sommes attentifs, bien sûr, mais je ne pense pas que nous aurions des militants véganes très virulents. Mais pour la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard et le maire d'Alès, c'est une affaire à prendre au sérieux. Les véganes s'attaqueraient aux traditions françaises. Le végan est devenu un véritable souci. Parce qu'on se rend bien compte qu'à travers le végan, c'est une certaine forme de piratage. On vient de le voir chez un boulanger, il y a du beurre, il y a du lait, on met toute la chaîne alimentaire en cause. Et toute la chaîne alimentaire en cause, ça veut dire des milliers d'emplois qui vont sauter. Et la bataille promet d'être saignante. De leur côté, les militants prévoient d'autres actions. Pour l'instant, en Occitanie, les bouchers n'ont pas prévu de mettre en place un dispositif de sécurité. Et direction la Haute-Savoie, dans ce JT à Saint-Jean-de-Tholome précisément. Les habitants sont en colère. Rassemblés en collectif, ils dénoncent le projet de création d'une carrière sur leur commune. Déjà évoqué l'an dernier en conseil municipal, mais découverte par les riverains cet été. Aujourd'hui, c'est l'incompréhension qui domine dans ce village de Faucigny, comme nous l'explique Emmanuel Jo de 8 Mont-Blanc. Sur les pentes du Maule, un vent d'inquiétude tourmente les habitants de la commune de Saint-Jean-de-Tholome. En cause, la découverte d'un projet de carrière par les habitants sur le site de Pénouclet, un bois pourtant classé au PLU comme ensemble naturel à protéger et à valoriser. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la mairie fait la promotion, communique énormément depuis des années sur le Maule et ses environs étant un environnement naturel préservé. Ils ont même investi ces dernières années sur les sentiers de randonnée, les calèches, les chevaux, tout ça. Et d'un seul coup, il y a ce projet qui tombe sur la table et là, c'est l'incompréhension totale. Et nous, ce qu'on se dit, mais mince, le patrimoine naturel ici, il n'est pas à vendre, quoi. Joint par téléphone, la municipalité a préféré attendre avant de s'exprimer. Pourtant, un collectif s'est déjà monté, appuyé par une campagne sur les réseaux sociaux pour alerter les habitants ainsi que les communes voisines. Il y a une pétition internet qui aujourd'hui a environ 2500 ou 3000 signatures. Mais surtout, on a fait une pétition papier qu'on a fait circuler à Saint-Jean-de-Tholome et aux alentours. À l'heure où je vous parle, cette pétition a été signée des milliers de fois. Mais parmi toutes ces signatures, la pétition comporte quasiment 600 signatures d'électeurs de Saint-Jean-de-Tholome, sachant que la liste électorale comporte 706 électeurs. Il faut dire que dans les alentours, rares sont les maisons qui n'ont pas affiché ouvertement leur soutien aux anticarrières. Pourtant aujourd'hui, toujours aucune étude de faisabilité n'a été rendue. Et si le projet n'en est qu'à ses prémices, il y aura encore fort à faire pour que les habitants daignent accepter une carrière de granulats ou de marbre sur leur territoire. D'année en année, le célèbre carnaval de Nice s'exporte en Chine. Les carnavaliers ont posé leurs bagages à quelques kilomètres de Shanghai, dans la ville de Ningbo. Le but est de renforcer le rayonnement de la ville de Nice et de développer les relations avec la Chine. Un spectacle à la niçoise qui a conquis le public. Un reportage de notre partenaire Azur TV dans le Sud.
Après Macao en 2011 et Xiamen en 2017, le carnaval de Nice s'est à nouveau exporté en Chine. Cette année, les carnavaliers niçois ont posé leurs bagages à quelques kilomètres de Shanghai, dans la ville de Ningbo. Un événement qui a nécessité plus d'1 an de préparation. Il faut savoir que nos chars ont été démontés, mis dans des containers. Pour vous donner un ordre d'idée, la tête du roi, rien que la tête du roi est démontée en 8 morceaux et mise dans des containers. Donc vous imaginez le nombre de containers pour aller jusqu'à Ningbo sur des bateaux, ça prend 1 mois. Et ensuite, il faut tout reconstituer en Chine. Nos carnavaliers étaient sur place depuis maintenant 1 mois pour reconstituer le carnaval. Le carnaval de Nice, à l'identique donc. Un spectacle à la niçoise qui a conquis le public chinois. Quelques 100 millions de téléspectateurs ont même admiré les festivités depuis leur petit écran. Ils découvrent à travers le carnaval de Nice une façon de faire la fête à la niçoise. Et j'avoue que ça leur a beaucoup plu lorsque les confettis ont été lancés dans les tribunes. C'était nouveau pour eux. Ça a été des batailles endiablées et en même temps très amicales. Et puis nous avons eu aussi les serpentins de nos fameux vernisseurs qui sont envoyés sur la foule depuis la piste. Et puis la brigade d'animation des tribunes, la BAT, qui montait sur les tribunes et qui venait saluer la foule. Tout ça a énormément plu. Cette semaine de festivités était aussi l'occasion de faire rayonner la capitale azurienne et développer les relations publiques. Une amitié notamment symbolisée par l'inauguration de l'avenue de Nice, une avenue de 7 km. Dans le même temps, nous avons inauguré la promenade de Nice à Ningbo, magnifique promenade au bord de la mer avec des grands hôtels de luxe, etc., qui est une vitrine magnifique aussi pour la ville de Nice. Nous avons visité les studios de cinéma de Ningbo, qui sont les 2e studios de cinéma de Chine, énormes, un des plus grands au monde, avec à peu près 200 tournages par an. Et je leur ai parlé évidemment des studios de la Victorine qui vont fêter leurs 100 ans l'année prochaine. Et ils sont très intéressés de pouvoir creuser cette idée d'une collaboration entre nos studios et leurs studios. Le roi du prochain carnaval de Nice sera justement le roi du cinéma. Rendez-vous du 16 février au 2 mars 2019. C'est une tradition bien française qui est souvent mise à l'honneur. Dans 3 jours sera dévoilée une baguette 100% essonnienne. Tous les produits utilisés viennent du département. À l'origine de cette baguette, les moulins Fouché, dont l'activité a commencé en 1860, alors qu'ils ne travaillent qu'avec du blé de la région, du Made in Essonne pour les consommateurs. Reportage signé Yamida Bendaïda de Via Grand Paris, notre partenaire. C'est ici, dans cet atelier des moulins Fouché, qu'a été conçue la première baguette essonnienne, une baguette dont les ingrédients proviennent tous de l'Essonne. Et c'est en collaboration avec les artisans de la région et sous le regard attentif du directeur des moulins que la recette de la baguette a été validée. On va procéder à la mise en forme ou pré-façonnage. C'est-à-dire qu'on va préparer le pâton au façonnage. Une fois le pâton bien reposé, la baguette est prête à être façonnée. On va souder complètement le pâton, comme ça. On va obtenir ce qu'on appelle une soudure. Et notre baguette est formée. Quelques minutes plus tard, la baguette est enfournée et là aussi, le moindre geste a son importance. Souvent la tradition, elle est un petit peu farinée par rapport à la baguette ordinaire, qui, elle, n'est jamais farinée. La baguette crépitante et croustillante est prête et possède selon l'artisan toutes les caractéristiques d'un bon pain. Donc là, quand on coupe chaud, la mie a tendance à se recoller, mais voilà. Elle est bien alvéolée et bien crème. Quand on la coupe, la mie ne doit pas être serrée, pas être tassée, et elle ne doit pas être trop blanche. L'activité principale des moulins reste bel et bien de produire de la farine. Et ici, ce ne sont pas les idées qui manquent. De la gâtine en référence au territoire du Gâtinais à la fertoise en passant par la spécialité Fouché. Ici, les types de farine se multiplient. C'est un concept qu'on a mis en place de façon à faire valoir au mieux notre terroir essonnien. Et de pouvoir permettre aux consommateurs de pouvoir trouver du pain et de la farine qui est faite sur le département. Ici, ce sont les cylindres qui vont transformer le blé en farine. C'est le principe de la minoterie, concept venu remplacer les moulins traditionnels à partir de la fin du 19e siècle. L'année dernière, 20 000 tonnes de blé ont été transformées. Voilà, la suite de ce JT des territoires avec la revue des Unes de la presse quotidienne régionale dans un instant.
On en a parlé et il y a un instant d'ailleurs, les intempéries dans le Var avec Denis Caro qui était en direct là-bas. C'est à la une de Var Matin, son journal, Saveria, ce matin. Absolument, le préfet du Var qui appelle ce matin les habitants à rester chez eux. Une personne est actuellement portée disparue, elle a été emportée dans sa voiture à Sainte-Maxime. Le préfet qui a activé une cellule de crise dans le secteur de la Garonnette, c'est entre Sainte-Maxime et Roquebrune-sur-Argent. Plusieurs véhicules ont été emportés en mer, on en compte 5 pour l'instant, c'est ce qu'indique la préfecture au moment où on parle. Des recherches sont actuellement en cours. Et puis plusieurs cours d'eau menacent de déborder. Prudence donc si vous habitez dans la région. Et puis le plus grand quotidien français, la réforme des retraites, l'une des plus grandes, le grand dossier français. C'est l'un des grands dossiers de la rentrée à la une de Ouest France, la réforme des retraites. Les partenaires sociaux se sont réunis hier. Les grandes lignes de la réforme voulue par Emmanuel Macron, on les connaît. Système par points, régime universel. Le mode de calcul des retraites va donc changer en 2025 pour les personnes nées après 1963. Mais une question reste en suspens. Les pensions vont-elles baisser ? Voilà, on le traite souvent dans le JT des Territoires. Les déserts médicaux, c'est à la une de Midi Libre, le grand journal d'Occitanie ce matin. Y a-t-il assez de médecins près de chez vous? Le manque de praticiens, c'est un fléau qui touche toutes les régions françaises, y compris Montpellier, sa région. Midi Libre vous proposons qu'une carte de l'Hérault, commune par commune. Le gouvernement qui a présenté il y a 15 jours un grand plan santé avec des territoires prioritaires pour lutter justement contre ces déserts médicaux. Et puis la santé, toujours à la une de l'Union de Reims ce matin. On en parlait la semaine dernière, la pénurie de médicaments. Un rapport du Sénat propose des pistes pour lutter contre cette pénurie. À lire dans l'Union, que ce soit en pharmacie ou à l'hôpital. La liste des médicaments et des vaccins touchés par la pénurie s'allonge d'année en année, des ruptures de stock qui deviennent désormais dangereuses. Et puis à la une du Maine libre, ce sont les migrants ce matin. Le drame des migrants, la Sarthe, qui est une des cibles des passeurs. Le trafic a repris, comme par exemple en une du Maine-Libre sur l'aire de Sargé. Les passeurs qui récupèrent les migrants sur des aires d'autoroute, sur la 11 et sur la 28. Ces aires sont les dernières où les migrants peuvent se camoufler avant d'embarquer dans des camions direction l'Angleterre. Oui, c'est le Brexit qui inquiète à la une de la presse de la Manche ce matin. Le Brexit qui inquiète les ports normands, le port de Cherbourg notamment, et puis tous ceux de Normandie, qui craignent un bras de fer après ce Brexit, que ce soit sur les contrôles douaniers ou encore sur les contrôles sanitaires. Les élus donc s'y préparent. Tout le mode de fonctionnement de ces ports serait entièrement modifié. Un reportage à lire donc dans la presse de la Manche. Et puis le business du stationnement à la une de l'Indépendant de Perpignan, nous en parlions hier dans cette émission. Envoyé spécial ce soir, enquête sur le stationnement en ville face à la pression des sociétés privées désignées par les villes pour contrôler le stationnement de voirie. La colère des Français a le même accent à Perpignan, donc aussi une pétition a même été lancée. Un marché très lucratif qui est géré désormais donc par ces sociétés privées. C'est à voir donc ce soir dans Envoyé spécial. Et puis on termine enfin avec une jolie histoire ce matin à la une de Libération, Champagne. Une jolie histoire donc pour terminer. Elle a 13 ans tout juste, mais c'est déjà une héroïne. C'est une adolescente qui a réussi à sauver toute sa famille en prévenant les secours. Ses parents et ses frères et sœurs étaient inanimés, intoxiqués au monoxyde de carbone. La jeune fille a donc réussi à alerter les secours. Toute la famille est aujourd'hui saine et sauve. C'est donc une jolie histoire à lire dans Libération Champagne. Que vous terminiez des revues de presse avec ces bonnes nouvelles. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, il va s'agir dans le club de la presse de deux sujets passionnants avec Philippe Martin de Région Magazine et de Jérôme Cordelier du Point. A tout de suite. Quand je dis deux sujets passionnants, c'est évidemment le remaniement en cours, tant attendu, vu par, depuis les collectivités. Avec vous, Philippe Martin, bonjour. Bonjour Cyril. Rédacteur en chef de Région Magazine. Et vous, Jérôme Cordelier, alors, il y a presque de tout là-dedans. C'est le dictionnaire amoureux de Bordeaux, 600 pages. Hein, et c'est Alain Juppé qui en est le, pas qu'on dit quoi, le chef d'orchestre, l'auteur aussi. Mais enfin, c'est même ordonnancé d'une manière formidable. On y traite de tout. On va y revenir dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera du positionnement d'Alain Juppé sur le plan national aussi. Il y revient dans cet entretien qu'il vous a accordé en exclusivité au Point ce matin. Philippe Martin, un point sur ce remaniement tant attendu depuis les collectivités. On attend quoi? On sait que le poste de ministre de la Cohésion des Territoires de Jacques Mézard est en grand suspense, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on attend de ce remaniement? Déjà, on attend un ministre
un ministre. Actuellement, il y a 3, 4, 5 ministres qui s'occupent des territoires. On a Jacques Mézard de la cohésion, on a Jacqueline Gouraud, on a Julien de Normandie, on avait même Gérard Collomb qui s'occupait beaucoup des collectivités, surtout de Lyon, mais d'autres collectivités aussi. Je crois que l'ensemble des grandes associations d'élus attendent d'avoir un interlocuteur fiable, unique, et avec qui ils puissent discuter, ce qui n'a pas été le cas du tout depuis un an, et ce qui a provoqué en partie, mais il y a bien d'autres raisons à ça, la rupture du dialogue, en tout cas entre les 3 principales associations d'élus, les régions, les départements et les maires, et le gouvernement d'Édouard Philippe. Donc on attend peut-être une nomination importante, on ne sait pas qui ce sera. Alors, le problème, c'est que dans les noms qui circulent, il y a entre autres Jacqueline Gouraud. Et Jacqueline Gouraud, elle était déjà en poste, elle n'a pas fait un malheur auprès des collectivités. Il y a 15 jours, au Congrès de Région de France, Hervé Morin, le président des régions... Oui. Vous dites qu'elle n'a pas fait un malheur, oui. Heureusement. Ou elle a fait un malheur, comme on veut. Le président des régions de France, Hervé Morin, a dit qu'elle vivait dans un monde parallèle. Donc, si c'était elle, il faudrait vraiment renouer les signes. C'est quoi c'est la priorité de ce remaniement, selon vous, pour le président de la République et le Premier ministre, de se reconnecter avec les territoires aussi ? C'est important qu'ils se reconnectent. Il va y avoir une conférence nationale des territoires. Alors, je ne sais pas si elle va avoir lieu là, dans les 8 jours, comme c'était prévu, parce qu'il y a quelques autres événements qui sont venus se greffer. À la dernière conférence nationale des territoires, qui avait été demandée par les collectivités, il n'y avait pas les régions, il n'y avait pas les départements, il n'y avait pas les villes. Donc ça n'est plus une conférence nationale des territoires, il y avait juste France urbaine, donc les métropoles, et puis des associations de petites communes ou de communes rurales. Donc il faut absolument renouer les fils du dialogue. Là, le dialogue, il est complètement rompu. On va revenir sur ce remaniement, évidemment, avec vous aussi dans la deuxième partie de cette émission. On passe à Bordeaux avec un dictionnaire amoureux chez Plon, dont Le Point publie les bonnes feuilles, sous embargo jusqu'à tout à l'heure, je crois d'ailleurs. Jérôme Cordelier, donc merci de venir nous en parler. Alors c'est un portrait d'Alain Juppé, pas étrange d'ailleurs pour ceux qui l'ont approché, dont vous. C'est un Landais, au fond, qui est tombé amoureux de Bordeaux. Oui, c'est un Landais pur laine, comme il dit d'ailleurs dans ce dictionnaire amoureux, et qui connaît Bordeaux de longue date, puisque quand il était dans les Landes, il le raconte, pour ses parents, sa mère notamment, Bordeaux c'était la grande ville où elle allait faire ses courses. Et puis après, en fait, il a été donc, tout le monde connaît l'histoire, Chaban l'a un peu pris sous... Il rend d'ailleurs lui a tendu la main grand hommage à Jacques Chaban-Delmas, son prédécesseur. Le duc d'Aquitaine. Il en rend hommage d'ailleurs de façon assez émouvante, parce que vous savez, vous connaissez bien la vie bordelaise, donc vous savez bien que c'était compliqué entre Chaban et Chirac, et Juppé avait choisi Chirac. Et Chaban l'a toujours soutenu jusqu'au bout, dit-il. Dans ce portrait, c'est un joli portrait de Chaban que Alain Juppé fait dans ce dictionnaire, un portrait de Chaban en homme d'État. Alors il y a une chose qui m'a intéressé, c'est sa définition des Bordelais, l'esprit bordelais. Il essaie de le décrire dans cet entretien qu'il vous a accordé. Ce n'est pas une chose simple parce qu'il est assez subtil. En gros, il dit que ce sont des gens très pudiques qui se dévoilent peu, un peu comme lui d'ailleurs. Un peu comme lui, et d'ailleurs c'est ce qui rend le texte, vous savez, à chaque fois, quand on a des entretiens, parce que Alain Juppé donne des entretiens au compte-gouttes, donc c'est toujours, on est toujours très honoré, c'est toujours passionnant d'aller questionner Alain Juppé, je dois dire, et donc là, c'est vrai qu'il se livre assez peu, on essaye de guetter entre les lignes ce qu'il veut dire, ce qu'il est, et dans ce dictionnaire amoureux, donc qui paraît le 18 octobre et dont on publie une semaine avant les bonnes feuilles, on trouve entre les lignes un Juppé assez méconnu. Subtilité d'ailleurs. Oui. C'est ça qui qualifie bien. Ici, j'ai appris la modération, Philippe Martin, il dit. À Bordeaux, il a appris la modération Juppé. Je crois que ça fait partie du caractère aquitain aussi. Oui. Il connaît un peu la ville et la région. Oui. Alors, la modération, et en même temps, quand dans le dictionnaire amoureux, il a des pages assez cinglantes, en tout cas mordantes, mais vis-à-vis de François Mauriac. Alors, l'auteur du bloc-notes de l'Express, François Mauriac, était très fielleux, donc je pense que ça lui plaira assez qu'on vienne un peu lui chercher noise, mais c'est étonnant. Et je trouve que vraiment, c'est un dictionnaire intime, c'est-à-dire, ça fait très longtemps que je suis comme ça, et je croise Alain Juppé en lui demandant, alors vous en êtes où ? Et à chaque fois, il dit, j'avance, mais c'est vraiment lui qui a écrit le dictionnaire. Je lui dis, vous en êtes où ? Pour le dictionnaire, entendons-nous bien. Sur la partie nationale, vous en êtes tout politiquement, on y reviendra, parce qu'il dit des choses intéressantes. Et puis on a Brice Hortefeux comme invité politique à 8h sur ce plateau, donc c'est intéressant peut-être de confronter Brice Hortefeux à ce qu'a dit Alain Juppé. Et surtout, je dois dire, dans ce dictionnaire, c'est à la fois un Juppé méconnu, mais c'est surtout un Bordeaux méconnu. C'est vraiment son Bordeaux intime. Alors, justement, il exhume beaucoup de choses. Alors, ce qui va bien à Bordeaux, c'est le tourisme, c'est les entrepreneurs qui accourent dans cette cité du Sud-Ouest. C'est une métropole très paisible. Ce qui ne va pas, alors vous le dites aussi, c'est pas mal, les sujets qui fâchent, c'est la colère qui monte, mais c'est un peu partout, je crois, dans les régions, dans les villes en tout cas, en ce qui concerne la circulation et le logement. Philippe Martin.
Oui, moi je suis lillois, c'est aussi une colère qui monte, la circulation. Mais bien sûr, parce que si je puis me permettre, c'est le problème de toutes ces métropoles qui maintenant grossissent. Et le problème, c'est que maintenant, et d'ailleurs c'est ce que dit Alain Juppé dans l'entretien, c'est-à-dire que maintenant le nouveau défi de ces métropoles, ça va être de renouer un peu avec la qualité de vie. Parce qu'on le voit bien dans ces villes, à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Lyon, il y a un engorgement de la circulation qui est lié à l'afflux de population, qui fait que maintenant, voilà, c'est des villes qui deviennent très difficiles à vivre au quotidien. Enfin, on va revenir tout bien à vivre, mais voilà. Évidemment, avec vous, ce dictionnaire amoureux, donc, dont l'auteur est Alain Juppé et dont les bonnes pages sont dans Le Point. On va y revenir tout à l'heure. Région Magazine, quand l'Île-de-France avance. Alors là, vous faites ce mois-ci un bilan avec un entretien de Valérie Pécresse. C'est les transports et le tourisme, là aussi, on vient de parler de ça, qui je vois, qui sont à la une de Région Magazine. Oui, c'est beaucoup le développement économique. Il y a aussi un dossier très spécifique, c'est sur le déménagement. C'est quand même intéressant. C'est une région qui a déménagé. Ah, c'est très bien. Je vous rappelle que la région était sur 14 sites dans Paris intramuros. Valérie Pécresse avait fait le pari de mettre tout le monde dans un seul bâtiment et en plus à Saint-Ouen. Tout le monde a dit que c'était une hérésie et qu'elle n'y arriverait jamais. Il faudrait quand l'Île-de-France avance. Elle y est arrivée. Tout le monde est installé à Saint-Ouen. Donc 1800 fonctionnaires territoriaux, c'est une belle réussite. À tout de suite, messieurs. On vous retrouve évidemment après l'interview politique. C'est la météo des territoires tout de suite, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant l'interview politique en direct sur ce plateau, Brice Hortefeux qui est déjà arrivé, qui est notre invité ce matin. Voici en quelques images ce que vous devez retenir ce matin de l'actualité du monde avec TV5 Monde et bien sûr le journaliste Jamal Lachoubi qui a été probablement tué à Istanbul. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Assassiné et découpé en morceaux. Le scénario est digne des meilleurs films hollywoodiens. Mais c'est celui qu'avancent des responsables turcs restés anonymes. Les médias du pays diffusent même ce mercredi les images de la vidéosurveillance. Jamal Khashoggi entre dans le bâtiment, mais aucune sortie. L'enquête se tourne désormais vers 15 hommes, arrivés à Istanbul le jour de la disparition du journaliste et repartis quelque temps après. Photos et noms à l'appui, la presse pro-gouvernementale les présente comme des agents du renseignement saoudien. Fin des années 60. Après l'Algérie, la France s'intéresse à un autre de ses territoires, la Polynésie. Un écosystème unique, choisi comme site d'essai nucléaire. Un demi-siècle plus tard, lors d'une réunion sur la décolonisation à l'ONU, la Polynésie française demande des comptes à la France. Le 2 octobre, nous avons intenté une plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ce procès a pour but de traduire devant la justice tous les présidents français en vie depuis le début des essais nucléaires. Des cris désespérés, des slogans qui réclament la paix et une jeunesse désabusée. Devant l'hôtel de ville de Béni où des barricades ont été érigées, des centaines d'élèves ont décidé de spontanément exprimer leur colère. À l'occasion d'une visite d'inspection de l'insécurité de membres de l'Assemblée nationale, ces écoliers ont décidé de dire stop.
Moi, je suis élève, je suis étudiant, mais je n'étudie pas à cause de la guerre. On a déjà perdu beaucoup de nos frères, de nos mamans. C'est inutile d'étudier actuellement. Vous allez bien? Moi aussi. Visiblement affectée, la secrétaire générale de la francophonie s'est efforcée toute la journée de ne plus rien laisser transparaître. Michaël Jean, qui voit disparaître tout espoir d'un second mandat à la tête de l'OIF, lâché par le Canada, son propre pays, à quelques heures du sommet. Le constat est clair, à l'effet qu'il y a une majorité de pays qui soutiennent une autre candidate et dans le but de se rallier au consensus, qui est la règle même qui prévaut au sein de la francophonie, le Canada a décidé justement se rallier à ce consensus.